Nous allons reparler démocratie alimentaire. Et pour cela, la table ronde va être animée là tout de suite par Éric Lenoir, qui va vous présenter ses invités. Alors, on va pouvoir commencer cette table ronde un peu particulière. Je préviens quand même que je n'étais pas censé l'animer et que ça s'est fait un peu au débeauté. Donc, merci beaucoup aux participants d'avoir joué le jeu, eux-mêmes ayant parfois été obligés de remplacer au débeauté d'autres personnes. Il y a une petite épidémie de Covid, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce truc. Donc, nous allons parler de démocratie alimentaire. Enfin, on va essayer de parler de démocratie alimentaire si le son se calme. Un petit... Voilà, encore une petite minute. C'est parfait, merci. Pour parler de ça, je vais avoir pour intervenant Pauline Scherer, qui est chercheuse, mais qui va se présenter un peu plus efficacement. Fiona Stéphan, activiste, et entre autres choses. Je vais avoir Evelyne Boulogne et Éric Gaillard, qui font partie du Miramap. Ils vous expliqueront ce dont il s'agit. Et enfin, David Cormand, qui est député européen et qui vous montrera aussi un aspect de la démocratie extrêmement formel et une autre échelle que celle des territoires qui vont plutôt être marqués par les autres. Le meilleur moyen de commencer, je pense, est déjà d'essayer de définir ce qu'est une démocratie alimentaire. Mais ça, on va le faire une fois que chacun se sera présenté individuellement. Et je vais commencer par la première personne à ma droite, c'est-à-dire Fiona Stéphan. Bonjour. Enchantée et bonjour à tout le monde et merci d'être ici aujourd'hui pour la table ronde. Moi, je me présente en tant que membre de l'association La Marmite Rouge, qui est une association qui est née en 2022 dans l'Est parisien et qui a pour but d'expérimenter et de promouvoir la sécurité sociale de l'alimentation. Et La Marmite Rouge est un membre du collectif SSA qui regroupe les différents acteurs qui réfléchissent et œuvrent à la mise en place de la SSA dans le territoire français. Merci. Bonjour, donc moi c'est Pauline Scherer, je suis sociologue intervenante, ça veut dire que je pratique la recherche-action sur les enjeux de démocratie alimentaire et en particulier autour de l'expérimentation de caisses alimentaires communes à Montpellier que nous avons initié avec tout un collectif d'acteurs et d'habitants et de chercheurs-chercheuses. Et donc avec cet enjeu finalement d'interroger un peu la manière dont on peut concrétiser cette fameuse démocratie alimentaire et la mettre un peu à l'épreuve du quotidien. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je m'appelle David Cormand, je suis député européen écologiste et je travaille plus spécifiquement au Parlement européen, à la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, mais aussi à la Commission agriculture. Voilà. Merci. Bonjour, Éric Gaillard, nous allons intervenir en binôme avec Evelyne. Je suis moi membre du collectif du Miramap, mouvement interrégional des AMAP. Les AMAP qui sont les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Merci. Pardon, Evelyne, je laisse finir. Bonjour, je suis Evelyne Boulogne. Je suis AMAPienne dans Paris. Je suis administratrice du réseau AMAP Île-de-France et aussi du Miramap, le mouvement interrégional. Merci à tous. Alors juste, on va partir sur un principe, c'est qu'il n'y aura pas un acronyme qui ne sera pas défini, s'il vous plaît. Sinon, on met 1 € dans la cagnotte, de façon à éviter d'être dans le dialecte local que personne ne comprend. Merci. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'aimerais que Pauline Scherer nous dise ce qu'elle a comme définition d'une démocratie alimentaire, tout ce que ça peut contenir. En tant que chercheuse. Ouais, c'est assez large. Effectivement, la démocratie alimentaire, c'est un concept finalement qui visait à décrire un mouvement de lutte. Avant tout, je crois que je ne vais pas revenir sur contre quoi il lutte.
Je pense que la table ronde précédente en a plutôt bien parlé. Mais en tout cas, c'est vraiment voilà, ce mouvement de lutte et de reprise de pouvoir politique, on va dire, sur les systèmes alimentaires. Et notamment sur ce système alimentaire si dangereux, si injuste, si opaque, dont on a parlé pas mal depuis hier. Donc une fois qu'on a dit ça, comment ça se concrétise peut-être un peu plus dans la définition qui avait été donnée notamment par Tim Lang, un chercheur anglais dans les années 90. Il y a énormément de dimensions qui sont présentes dans cette notion. Il y a la question de l'accès de tous et toutes à l'alimentation. Il y a la question du choix. Il y a la question des qualités de l'alimentation, notamment dans la reconnexion avec les modes de production et les conditions de production. Et il y a vraiment cette visée, on va dire, de justice sociale dans l'alimentation. Donc la démocratie alimentaire, c'est cette capacité qu'on peut avoir, nous, les habitants, les habitantes, mais aussi les acteurs concernés des systèmes alimentaires, de se réapproprier, de conscientiser toutes les inégalités sociales qui traversent nos systèmes alimentaires pour pouvoir agir et le transformer. Et après, on verra, je pense que ça s'incarne donc dans des actions très concrètes, parce que ça a permis, le concept, il a permis de décrire un certain nombre de pratiques, déjà là, dans la société, et pas juste aujourd'hui, depuis très longtemps. Et en même temps, il a été, je pense, un point d'appui pour aussi engager des nouvelles actions, engager des nouvelles manières d'agir, et je pense qu'on va en parler dans cette table ronde, notamment avec la sécurité sociale de l'alimentation, mais aussi avec d'autres formes finalement de démocratie alimentaire qu'on peut voir dans les territoires, autour des cantines, autour des achats groupés, autour des épiceries associatives, etc. Et donc c'est un peu ça qui est intéressant peut-être d'avoir en tête quand on s'intéresse à la démocratie alimentaire, c'est ce que ça peut recouvrir. Et je pense que une des notions centrales dans la démocratie alimentaire, c'est la question de la participation. Et donc comment on aborde cette question de la participation citoyenne et des acteurs dans la redéfinition finalement de l'organisation sociale et politique de l'alimentation. Donc je reviendrai tout à l'heure sur la participation. Merci beaucoup. Alors le terrain, justement, oui, comment est-ce qu'on peut redéfinir sur le terrain par les actes cette démocratie alimentaire? On va prendre l'exemple que va proposer Fiona, puisqu'elle participe à quelque chose. Bon alors nous c'est vraiment absolument très récent, mais en gros ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à des modèles d'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation, et on a beaucoup questionné toutes les alternatives, enfin toutes les expérimentations qui ont lieu aujourd'hui. Pardon, qui est ce on? Au sein de la Marmite Rouge, au sein de la Marmite Rouge, on a beaucoup réfléchi à comment nous on voulait s'inscrire par rapport à cette diversité d'expérimentation. Le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un effet d'homogénéisation de ces expérimentations avec un modèle de caisse qui tend à un peu se propager. Et nous, on est un petit collectif, une petite association, donc on ne peut pas forcément mettre en place des aussi grosses structures. Donc pour le moment, on est en train de développer le projet d'une épicerie coopérative avec d'autres acteurs de l'Est parisien, dans un local qui nous serait mis à disposition près de Porte de Vincennes. Et l'idée, c'est vraiment de le construire avec les habitants. Donc là, on est dans vraiment une phase de recrutement entre guillemets où on fait partie du projet de manière très vague puisqu'on veut vraiment le co-construire, donc c'est un peu un équilibre à tenir avec comment on en parle et comment on recrute les gens, et on est en train de constituer un petit groupe d'habitants pour réfléchir ça ensemble. Par rapport à la notion de démocratie, on en a réfléchi un petit peu du coup aussi avant de venir collectivement à cette table ronde. Enfin, je représente aussi la Marmite, quoi. Et ce qu'on se disait, c'est qu'aujourd'hui le moment, enfin, quand on parle de démocratie, je pense que ce qui vient vachement rapidement en tête, c'est l'idée du vote, quand on se retrouve à voter, etc. Et le vote, on est dans l'isoloir. Et en fait, on est vraiment seul, quoi. Enfin, on est isolé, et c'est le cas de le dire. Et j'ai l'impression que la force de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de recréer la démocratie via le collectif. Et qu'en fait, le parallèle à l'isoloir, peut-être dans l'alimentation, ce serait le moment où on fait ses courses. On est seul face à notre choix, on fait notre choix, on vote pour le modèle qu'on veut, et on a l'impression qu'on est plus ou moins libre. Évidemment, bon, on ne l'est pas du tout. Et face à ce moment de course isolé, la SSA, elle propose au contraire des moments collectifs où on réinterroge toutes nos croyances alimentaires, où on recrée du lien social, et je pense que c'est extrêmement politique et peut-être le plus important dans la SSA, vu le contexte néolibéral d'atomisation de toutes les communautés, de tous les liens sociaux qui existent, comment on arrive à refaire commun, à refaire groupe, malgré la diversité qu'on représente.
et surtout de se mettre à parler de nos conditions matérielles d'existence, parce que parler d'alimentation, ça amène forcément à parler de pouvoir d'achat, de parler des dépenses contraintes qu'on a, comme le logement, comme l'énergie, etc., de parler de nos identités, parce que l'alimentation c'est super intime, de nos religions, et en fait recréer du dialogue là où on nous a habitués à être segmentés dans des rails et à surtout pas se croiser et à surtout pas essayer de rentrer en empathie avec d'autres personnes, et évidemment in fine à retrouver du pouvoir de décision sur nos modes de vie, et c'est comme ça que nous on le voit dans l'épicerie, dans le sens où on s'éloigne un petit peu de la SSA classique avec un système de cotisation et d'allocation. Pour le moment, en tout cas, on préfère le faire dans cet ordre-là. Pour le moment, l'idée de l'épicerie, ce serait surtout de recréer de la démocratie alimentaire dans le dialogue qu'on a sur comment on veut approvisionner cette épicerie, avec quels produits, comment on gère les prix et le coût, et comment on va gérer le travail pour faire tourner cette épicerie. Et dans un second temps, peut-être, viendra la question plutôt de la cotisation derrière, si jamais il y a. Mais on s'est dit qu'on voulait plutôt le faire dans cet ordre-là pour commencer. Voilà, si c'est pour répondre. D'accord. Mais alors, brièvement, la Marmite Rouge, c'est un collectif citoyen ou c'est une association? Oui, association. Comment vous êtes allé en contact avec les bénéficiaires de ce que vous souhaitez offrir? Pour le moment, en fait, on fait vraiment des tractages dans la rue. On va à la sortie des écoles, on va à la sortie des supermarchés, on va dans les événements qui sont proposés dans le quartier, et on va à la rencontre des associations locales. Une des choses qui est vraiment essentielle pour nous aussi, c'est de parler de participants de l'expérimentation et pas de bénéficiaires, parce que ce ne sont pas des personnes qui vont bénéficier d'un projet, mais ce sont vraiment les personnes qui vont le construire, et du coup c'est pour ça qu'on propose vraiment cette vision coopérative et autogérée de l'épicerie, mais on essaye voilà, de rentrer en lien avec les acteurs du quartier et de se balader dans les endroits où les gens vivent tout simplement dans le quartier. Ok, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Je voudrais demander l'avis d'Éric et d'Evelyne par rapport à eux, leur mise en action de cette démocratie alimentaire. Je vais partir de la définition qui a été donnée, parce que je pense que les AMAP sont les héritiers des luttes du Larzac, de la Confédération paysanne, et de sortir du système, puisqu'on n'arrive pas à le réformer de l'intérieur. C'était la conclusion des paysans en 2001. Et la démocratie, elle a été installée à la base. En fait, ce sont des personnes qui s'organisent par elles-mêmes en autogestion, dans un partenariat solidaire avec un engagement assez fort. Et bon, vous connaissez, hein, je pense que depuis hier, on en parle assez. C'est pas dit que tout le monde connaisse. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une AMAP et comment ça fonctionne? Oh là là, le public est acquis. Bon, bah, voilà. Je vous le résume en deux Faites venir phrases. l'extrême droite, s'il vous plaît. Faites Il y a venir un l'extrême droite. contrat et c'est solidaire. Il y a un contrat, c'est-à-dire que les AMAPiens s'engagent à prépayer la production annuelle de manière à garantir la trésorerie de la ferme et de sécuriser comme ça l'organisation annuelle de la production. Ensuite, le paysan s'engage à livrer chaque semaine ce qui pousse dans sa ferme à maturité. Après, chaque AMAP est totalement autonome sur ses priorités, ses critères. Dans mon AMAP, on dit on est urbain, on ne sait pas vérifier le mode de production d'une ferme. On veut que ça soit certifié par une agence extérieure parce qu'on est totalement incompétent pour certifier si c'est bio ou pas. Mais c'était notre exigence. Ce qu'on veut, nous, c'est reprendre la main sur notre alimentation, ne plus obéir à la publicité et à ce qui est rangé dans les supermarchés. On n'y met plus les pieds. Et les paysans, ce qu'ils veulent, eux, c'est reprendre du sens sur leur métier. C'est-à-dire, ils savent qui ils nourrissent. Ils voient chaque semaine les personnes qu'ils nourrissent et ils nous expliquent chaque semaine le travail de la ferme. Un paysan, c'est un râleur. Un jour, il pleut trop, un jour, il fait trop chaud, mais c'est normal. Il y a un tas d'aléas terribles et c'est là où il y a le contrat et solidaire. C'est qu'on est solidaire en cas d'aléa. Si jamais il y a un gros problème climatique, biologique, humain, une maladie, un accident, etc., on discute, les paniers sont pas livrés, ils sont retardés, les AMAPiens acceptent des paniers vides, ils sont payés mais on n'aura rien parce que la récolte n'a pas pu être faite. Ça peut arriver aussi que c'est nous qui allions faire la récolte parce que le paysan est malade, hospitalisé, ça peut arriver à tout le monde. Et à ce moment-là, on décale.
C'est ça aussi la solidarité, c'est aussi ça la démocratie. On participe aussi beaucoup à des chantiers participatifs. On sait qu'ils sont très impactés par le changement climatique, les dérèglements de toutes sortes. Donc on va régulièrement dans les fermes pour des chantiers, remonter une serre détruite par la tempête, replanter des choses détruites par une inondation. On va aussi creuser des mares, planter des haies, avec toutes les autres associations possibles qui peuvent aider, par exemple à financer des haies, à financer tout un tas de choses. On fait des cagnottes solidaires. Je pense que notre but, c'est que les paysans ne portent pas seuls tous ces dérèglements qui arrivent par le changement climatique, par exemple. C'est à la société de le porter. Nous, avec notre petite mesure de trentaine d'adhérents, centaines d'adhérents dans une AMAP, on le porte avec eux parce qu'on pense que la société civile doit se mêler de ce qui se passe au niveau de la production et qu'on est là auprès d'eux. Je vais juste faire le lien avec la SSA. Bien sûr, les AMAP, depuis 20 ans qu'elles existent, elles ont des limites. Et la limite qu'on a, c'est évident, c'est l'accessibilité à tous d'une alimentation saine. Ben non, l'engagement est tellement fort en AMAP qu'effectivement, il y a des barrières, je dirais pas économiques, parce que franchement, ce qu'on a en AMAP, c'est moins cher que ce que vous avez dans les magasins spécialisés et c'est moins cher que la nourriture conventionnelle de mon quartier. Franchement. Mais il y a des barrières socio-culturelles. S'engager sur une année pour payer sa nourriture, c'est quand même pas évident pour tout le monde. Donc, ce qu'on fait dans les AMAP et ce qu'on fait au niveau du MIRAMAP, c'est qu'on a des journées entières de réflexion. Quel est le lien entre les AMAP, la démocratie qu'il y a chez nous, et la démocratie qu'il faudrait pour que ça soit universel avec la SSA. Plein de gens dans les AMAP militent pour essayer de créer des caisses. Et je me dis, le jour où il y aura des caisses partout, les AMAP disparaîtront, tant mieux, puisqu'on aura tous été dans des caisses alimentaires de solidarité. Merci. Eric, un complément ou... Alors, un groupe d'habitants s'autodétermine AMAPien. Donc là, il y a effectivement une entrée démocratique assez intéressante, c'est qu'il n'y a pas de contrôle a priori. En revanche, une fois qu'on s'est décrété AMAPien, on s'engage à respecter une charte. Et tout ce va-et-vient entre un cadre et en même temps des initiatives et des élans fait qu'on le fait par auto-évaluation, en accompagnant, mais pas en contrôlant. Donc on a effectivement une dimension démocratique qui s'inscrit à ce moment-là. Le deuxième aspect démocratique, c'est qu'effectivement notre limite, c'est l'accessibilité pour tous. Et c'est ainsi que nous, on cherche des alliances pour pouvoir, au moment où il va falloir lutter, parce que nous, les AMAP, on ne se définit pas comme un mouvement de lutte qui crée un rapport de force, mais plutôt comme une alternative qui montre comment on peut fonctionner autrement, même si c'est circonscrit. Donc on cherche des alliances pour pouvoir basculer le jour où il faudra effectivement qu'il y ait une conjugaison entre ceux qui sont les tenants des rapports de force, ceux qui sont les tenants comme nous des alternatives, et ceux qui sont les tenants de l'éducation populaire où l'émancipation et l'autogestion, elle est première. Voilà, c'est un peu là où on se situe. Donc on a tendance à dire nous, enfin les savants qui réfléchissent sur ce qu'on fait nous, en l'occurrence Léo Coutelec, c'est que on est coproducteur d'une alternative agroécologique. Et puis je m'arrêterai là pour l'instant. Merci. Et la parole va être à David Cormand. Qu'est-ce qu'on fait quand on est député européen pour appliquer la démocratie alimentaire? Et est-ce que vous avez la même définition? Qu'est-ce qu'on fait quand on est au Parlement européen? On fait ce qu'on peut. C'est bien le sujet. Ouais, contrairement par rapport au contexte politique qui, je pense, n'a échappé à personne. Je ne vais pas en rajouter sur la définition de la démocratie alimentaire. Moi, vous l'avez bien cadré. J'ai rien de plus intelligent à dire là-dessus. En général, moi, quand j'essaie de définir le terme de démocratie, je définis d'une phrase. Donc c'est très, sans doute imparfait, c'est avoir le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. Et là, quand on parle de démocratie alimentaire, je pense que ça se traduit bien, enfin ça s'applique bien. Et ce que je constate au niveau européen, mais ça m'avait déjà traversé l'esprit avant que je devienne député européen, c'est quand on parle de beaucoup de choses dans notre société, mais singulièrement de la question du rapport à l'alimentation, on a complètement perdu le contrôle par rapport à ce dont dépend notre subsistance. Puisque des infrastructures, des intérêts, des lieux de domination ont pris la main
sur l'ensemble de cette filière, de cette chaîne de valeur, j'aime pas trop le terme, mais utilisons-le, de l'agriculture et de l'alimentation. Et ça correspond pas à un accident de l'histoire, mais je pense que tout le monde a bien ça en tête. C'est une succession de choix politiques tout à fait prémédités qui font que, dans la foulée de l'après-guerre, 3 acteurs principaux dans le domaine dont on parle ont pris quasiment 100% du pouvoir. Et donc c'est une sorte de tenaille de fer autour de de triangles de fer, autour de 3 angles. Le premier, c'est tout ce qui concerne l'agrochimie et l'agro-industrie, avec des acteurs extrêmement puissants qui sont des acteurs européens. Moi, je donne toujours l'exemple de Bayer-Monsanto. Il faut avoir à l'esprit que dans l'Union européenne, sur ces 20 dernières années, la plus grosse prise de contrôle capitalistique d'une entreprise européenne sur une autre, c'est quand l'allemand Bayer rachète Monsanto pour 50 milliards. Il n'y a aucun autre domaine économique dans lequel l'Union européenne, une entreprise de l'Union européenne, a pris un tel investissement. Et donc on comprend bien quand on investit 50 milliards pour racheter Monsanto, c'est pas pour faire des AMAP, c'est pas pour faire de la démocratie alimentaire, c'est pas pour faire de l'agriculture paysanne. Hein, ça exige, j'ai envie de dire, un retour sur investissement qui est l'exact inverse que la conception qu'on peut avoir dans cette salle de ce que c'est une chaîne de valeur agriculture-alimentation souhaitable. Ça, c'est le premier angle du triangle. Il y a un deuxième angle du triangle qui sont les géants de l'agroalimentaire. Et ça, c'est un choix politique singulièrement de la France, pas de la méchante Union européenne, de la France, de créer des géants de l'agroalimentaire, que sont Lactalis, Avril, Bigard, enfin on a tous ces noms-là en tête, qui ont décidé de dominer la chaîne de valeur de la production alimentaire. Et moi, tout le temps, je donne ma référence cinématographique dans le domaine, c'est L'aile ou la cuisse. C'est un film qui a à peu près mon âge, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui décrit, alors c'est une comédie, hein, parce qu'à l'époque ça pouvait encore faire rire, aujourd'hui ça serait un film d'horreur, qui décrit très bien, dans le style comédie, hein, ce qui est en train de se passer, avec l'entreprise, je crois que c'est Fricadel, qui fait, vous voyez, vous avez les images en tête. Et vous avez le troisième angle du triangle, qui est la grande distribution. Et là, pareil, la France a créé un modèle, qui s'est très bien exporté d'ailleurs, de grande distribution. Et aujourd'hui, quand on parle de la relation des gens à leur alimentation, c'est 2/3 à peu près la grande distribution, à peu près les 2/3, c'est un quasi-monopole en réalité, de la distribution alimentaire dans notre pays. En fait, en France, quand on achète de quoi se nourrir, dans 2/3 des cas, c'est dans une grande surface que ça se passe. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye, enfin, moi, très modestement, avec, je ne suis pas les seuls, hein, chez les écolos, il y a d'autres forces politiques qui essayent de faire ça, c'est comment on fait au niveau notamment de l'Union européenne pour essayer de casser cette tenaille de fer. Et ce triangle agro-chimie, agroalimentaire, grande distribution, l'a remplacé par un autre triangle qui serait paysan, citoyen, environnement. En fait, il faut substituer ce triangle à l'autre. Et pour ça, je finis là-dessus, il y a 3 leviers d'action, on en parlait tout à l'heure. C'est drôle parce que ça faisait écho à ce que vous disiez sur nous, on fait une alternative. C'est-à-dire qu'il y a 3 leviers d'action dont il faut se saisir. Le premier, c'est les résistances, c'est-à-dire bloquer les bassines, les méga-bassines, faire à chaque fois ce qu'il faut faire pour empêcher ces projets destructeurs de se faire, parce que ça politise les sujets dont on parle, ça les rend visibles, il faut mener ces luttes. C'est en même temps mener des alternatives concrètes, les AMAP, la sécurité sociale de l'alimentation, tout ça, et c'est, je le pense, agir aussi au niveau des institutions, parce que pour changer le monde, les 3 leviers dont on dispose, c'est ces 3-là, les résistances, les alternatives concrètes et la régulation, les institutions. Donc voilà, moi, d'où je suis, ça ne m'empêche pas d'aller manifester contre les méga-bassines, mais là d'où je suis, quand je suis parlementaire, j'essaye d'agir sur ce 3e levier, qui est le levier institutionnel, avec, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler, par exemple un projet pilote sur la sécurité sociale de l'alimentation au niveau européen, qu'on a réussi à déposer et qui a été retenu par la Commission européenne. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais voilà, pardon, j'ai été trop long. Non, c'était bien.
Je crois, oui. Non, oui, c'est bien. On voit qu'en fait, il y a différents leviers sur le terrain, mais il y a aussi différentes approches. Il y a l'approche institutionnelle, il y a l'approche vraiment très pragmatique. Comment est-ce qu'on est directement sur la ferme pour aider l'agriculteur? Au passage, je mentionne des initiatives en Belgique, comme par exemple la ceinture alimentaire de Tournai, où les citoyens et les agriculteurs se sont regroupés et on a 100 citoyens qui aident les agriculteurs à produire pour la ville. Toujours en Belgique, il y a les brigades citoyennes paysannes qui existent, où les gens peuvent s'engager pour aller aider sur les fermes. Donc c'est encore d'autres leviers d'action qu'on n'a pas évoqués là, mais on pourra en fait, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une énorme hétérogénéité de pratiques sur le terrain pour arriver à des objectifs communs qui sont l'émergence de cette démocratie alimentaire. Est-ce qu'on pourrait parler de ce que vous faites à Montpellier, par exemple, et comment ça émerge là-bas? Oui, je vais rebondir aussi sur ce qui était dit autour des AMAP et des enjeux d'accessibilité et l'articulation avec la SSA. C'est vrai que la manière dont on va appréhender cette démocratie alimentaire, notamment dans la Caisse de Montpellier, c'est vraiment au prisme de ces enjeux de justice sociale. Quand on parle de justice sociale, on parle de 3 dimensions. La première, c'est la redistribution économique, la redistribution matérielle. Et là, la bonne nouvelle, qu'est-ce que nous apprend l'expérimentation de Caisse à Montpellier? C'est que si on sanctuarise du budget alimentaire dans les foyers, la précarité alimentaire baisse. Ça peut paraître une évidence, mais en tout cas, on a pu le démontrer à travers cette expérimentation. Elle ne baisse pas uniquement sur un enjeu de quantité de nourriture, elle baisse sur un enjeu d'accès à la qualité et de toutes les dimensions sociales et psychologiques qu'on a autour de l'alimentation. Ça veut dire retisser des liens sociaux, ça veut dire inviter son fils à manger, ça veut dire pouvoir accepter une invitation, accéder enfin au bon goût et aux bonnes choses, synonyme de dignité. Donc la question de la redistribution, bien sûr, elle est centrale, mais elle n'est pas suffisante. La deuxième dimension de la justice sociale, c'est la reconnaissance. Et là, on a un petit problème avec l'alimentation, puisque comme vous le savez, l'alimentation est un enjeu fort de distinction sociale et culturelle. Nos goûts sont façonnés par notre classe sociale. Et là, on se heurte à quelque chose dont on parle depuis hier, autour du bio, autour du local, autour de toute cette approche langagière aussi de l'alimentation, mais qui renvoie à des pratiques concrètes, et qui est forcément un frein dans cet élargissement qu'on recherche de la démocratie alimentaire, dans le fait de connecter en fait ce monde et cette histoire des alternatives avec les milieux populaires, avec les familles modestes, avec les personnes en situation de précarité. Et donc, il y a un peu une bataille culturelle aussi pour sortir finalement de ces effets de distinction de classe dans l'alimentation et pouvoir juste considérer qu'une alimentation qui est produite dans de bonnes conditions à tout point de vue doit être accessible à tous et convient finalement à tous et toutes. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi de notre expérience à Montpellier. Finalement, qu'est-ce qui bute? Ce qui bute, c'est la moralisation. Ce qui bute, c'est le fait de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Un message qui, vous le constaterez, s'adresse toujours aux mêmes et qui crée une forme de rejet et une forme de résistance finalement à cette dimension normative de l'alimentation. Mais ce n'est pas pour autant que dans les pratiques populaires, on n'a pas justement ces pratiques d'alimentation écologique. Et bien au contraire, parce que si on compare les modes de vie des CSP+, et les modes de vie des personnes plus modestes, on sait où se trouvent les pratiques les plus écologiques. Donc on a vraiment un gros enjeu autour de l'alimentation pour travailler sur une alimentation réellement durable. Parce que quand on dit durable, on pense à l'impact environnemental, et on a bien raison d'y penser. On pense aux impacts santé, je pense que la table ronde d'avant nous a bien scotché là-dessus, mais il faut aussi penser aux dimensions sociales, aux dimensions culturelles, et donc il faut se renvoyer à la question des pratiques. Les pratiques quotidiennes, les pratiques alimentaires qui sont complexes, qui se réfèrent toutes à des imaginaires, à des normes différentes, et on a surtout aujourd'hui dans la société dans laquelle on veut nous faire vivre, on a un enjeu très très fort là-dessus, à sortir peut-être d'une alimentation savante, érudite, réservée à des catégories de population très diplômées, pour essayer de retrouver cette dimension plus universelle de la bonne alimentation. Quand on travaille avec les personnes concernées, donc nous, tout notre projet, tout le projet de la Caisse de Montpellier, c'est de travailler à partir et avec les habitants et les habitantes de tout quartier, qui ont tout type de revenus, tout type de conditions, et d'essayer de construire collectivement qu'est-ce qu'on considère comme être une bonne alimentation. Et là, c'est un petit peu créer ces espaces de délibération
propres à l'exercice démocratique. Quand on dit démocratie, il faut bien penser qu'on est sur quelque chose qui reconnaît qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Il y a de la conflictualité dans la démocratie. C'est pas le consensus avant tout et pour tous, une bonne fois pour toutes, décrété et puis voilà. On n'a pas tous les mêmes intérêts. Et donc il faut que ces intérêts contradictoires, ils soient mis en débat dans l'optique d'une délibération qui va permettre d'arriver à ce compromis, à ce nouveau contrat social autour de l'alimentation, qui inclut l'ensemble des acteurs du système, parce que c'est là aussi où il y a une complexité dans la démocratie alimentaire, c'est qu'on est face à un système extrêmement complexe, composé d'énormément d'acteurs, d'énormément d'institutions, avec des blocages institutionnels extrêmement forts. Donc la partie n'est pas gagnée. Et donc il y a vraiment cet enjeu, et notamment autour des caisses alimentaires inspirées de la sécurité sociale de l'alimentation, de permettre que ces espaces existent. Alors, on est d'accord, ce sont des laboratoires. Ce sont des laboratoires sociaux, politiques, scientifiques. Ce sont des expérimentations. On n'a pas encore inventé la manière d'avoir des assemblées citoyennes dans tous les territoires, etc. Donc, il faut les prendre comme tels. Mais par contre, ce sont des laboratoires qui sont vraiment intéressants quand on s'intéresse à cet enjeu de la délibération collective autour de l'alimentation. Et l'autre chose que je voulais dire aussi sur cet enjeu d'inclusion, d'élargissement de la démocratie alimentaire, et ça c'est des travaux notamment d'une sociologue qui s'appelle Laurence Grandchamp, et qui montre finalement une différence entre la question de la sensibilisation, chercher à convaincre, que ça c'est la bonne manière de voir, ou ce qu'elle appelle l'approche sensible. Et en fait l'alimentation, comme on l'a dit, ça répond à un besoin vital, ça répond à des dimensions familiale, culturelle. On a tous une histoire avec l'alimentation, une histoire qui nous est propre et une histoire liée à notre groupe d'appartenance. Et en fait, on a tous des attachements sensibles à l'alimentation. Le goût de la tomate qui poussait dans le jardin de ma grand-mère, etc., etc. Bon, c'est un exemple un peu facile, mais et partir de ces attachements-là, c'est une bonne manière de travailler sur la transition écologique, de travailler sur l'appropriation de ces enjeux, parce que ça nous touche directement et qu'on n'est pas là en train d'essayer d'être convaincu par autrui. Je crois qu'il faut que je m'arrête là, non? C'est un début. C'est tout à fait intéressant. Et peut-être pour passer aussi... C'est ce que je voulais passer la parole à Fiona. Et je ne sais pas si j'aurai encore le temps de reprendre le micro après. Mais si. Mais je pense que ce qui est important aussi dans ces expérimentations démocratiques, aussi imperfectibles soient-elles, j'ai envie de dire, c'est de regarder, et ça a été dit hier et ce matin encore, leur portée instituante. Qu'est-ce qu'elles créent, ces expérimentations? Qu'est-ce qu'elles inventent comme nouvelles formes d'organisation, comme nouvelles institutions? Et ça, c'est très inspirant pour penser des choses plus larges, plus grandes, plus structurantes. Donc voilà, prenons-les pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des laboratoires, voilà, collectifs, par contre très inclusifs et le plus inclusif possible, et qui sont porteurs de beaucoup de nouvelles manières de voir cette organisation de l'alimentation. Donc oui. Fiona, je pense qu'il y a moyen de rebondir là-dessus avec votre propre expérience. Ouais, non, mais complètement. Enfin, en fait, c'est carrément ce que je voulais dire, donc donc ça va aller plus vite. Mais non, mais en fait, j'ai l'impression que, depuis le moment ça fait un moment qu'on évolue dans le milieu SSA, et c'est vrai que c'est rare qu'on fasse une fresque, parce qu'on a développé une fresque de la sécurité sociale, de l'alimentation avec la marmite, ou qu'on invite des personnes à faire des conférences gesticulées, et où il n'y a pas un moment où en gros quelqu'un prend la parole pour dire, en gros, il va falloir qu'on explique aux pauvres comment bien manger, quoi. Et juste, c'est épuisant d'entendre ça. Et en fait, juste les gens, quand ils ont de l'argent, ils mangent très bien. On va apprendre à personne comment bien manger, et chacun a questionné même ses propres croyances. Moi, j'ai entendu aussi différentes personnes parler des expérimentations de SSA dans les caisses dans lesquelles ils et elles étaient, et des hommes prendre la parole pour dire tout fiers, il n'y a aucun produit transformé dans nos caisses. Je me dis, ok, mais du coup, qui cuisine à la maison, qui passe 3 heures derrière à cuisiner les produits bruts? En fait, à partir du moment où la société elle est toujours constituée avec un travail domestique qui est fait à 80% par des femmes, moi j'ai un peu de mal à me réjouir de ça aussi, franchement, personnellement. Et on revient à et on revient à peu près à la même chose sur la question du localisme. Pour moi, c'est essentiel qu'on se questionne sur le localisme dans un contexte de montée du fascisme. Qu'aujourd'hui on ait des discours qui soient là à
promouvoir un local 100%, alors qu'on est globalement à peu près tous blancs, je pense, dans cette assemblée et dans les groupes qui travaillent autour de la SSA. Et qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes en France qui s'alimentent avec des produits qui ne sont pas encore cultivés ou très peu cultivés en France. Ça exclut de fait tout un pan de la population et c'est hyper violent. Du coup, cette notion de démocratie, elle doit forcément s'accompagner, je pense, de réflexivité sur qui on est et de quelle place on parle et avec quel système de valeurs voilà, on parle. Et je pense que c'est quelque chose où il va falloir faire un gros travail, même auprès des politiques. Hein. Je m'adresse aussi à l'eurodéputé qui est présent et qui sont dans les camps alliés, parce que notamment il y a eu une proposition de loi pour mettre en place un budget qui permettrait de faciliter le financement des expérimentations de SSA l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Et on voyait très bien que la notion de démocratie alimentaire, c'était assez fragile. Enfin, pour un simple exemple, il proposait de mettre en place une association qui serait composée de plein d'acteurs, notamment des associations de collectivités territoriales, des acteurs de la recherche, des représentants des entreprises de distribution. Cette association-là avait pour rôle de décider quelle expérimentation de SSA serait financée, donc la gestion du fonds, et d'établir un premier cahier des charges, donc en gros de faire le conventionnement, en tout cas un proto-conventionnement, ce qui est normalement vraiment à la charge des habitants et des territoires. Et donc en fait, quand nous on a fait remonter cette problématique-là aux députés, le collectif SSA, on a fait un gros travail de plaidoyer sur cette proposition de loi. Les députés nous ont dit, mais regardez, vous êtes aussi dans l'association. On a dit, il y a les associations qui défendent la sécurité sociale de l'alimentation. En fait, c'est là où on voit qu'en fait, la vision de démocratie alimentaire, elle est diamétralement opposée. Nous, on n'est pas un collectif pour décider pour la France ce que la SSA doit être et ce que les gens doivent manger. On veut créer de la démocratie au local et donc on a fait un travail et ça a été entendu. Mais en tout cas, on a réalisé et on le sait qu'il faut qu'on ait une vigilance permanente envers aussi les acteurs qui s'emparent de cette idée, parce que c'est une idée qui se propage très rapidement et elle s'institutionnalise et c'est normal. Mais du coup, il y a un travail de vigilance à mener sur le fait que certains concepts ne soient pas dévoyés et de garder vraiment une exigence sur le fait que ce soit vraiment le peuple qui décide pour et par lui-même, quoi. Merci. Justement, puisqu'on parle de nourrir les gens et d'être sur le terrain et peut-être de la relocalisation, qu'est-ce que ça signifie pour les Amapiens d'adapter les régimes alimentaires, le bol alimentaire de chacun? Est-ce que vous êtes en mesure de faire évoluer l'alimentation, la production alimentaire pour satisfaire un public élargi par rapport à celui qui constitue en général les Amapiens? Quand on devient amapien, forcément, on modifie son alimentation. D'abord, on ne mange que ce que le paysan nous a apporté cette semaine-là. Et des fois, on découvre des légumes que nous, on n'aurait jamais achetés dans une autre vie quand on allait avant dans les marchés. Et on s'adapte à la saison et on est obligé de changer notre alimentation. Et on ne choisit pas. Nous, on a choisi. Alors, je sais qu'il faut une alimentation choisie pour atteindre une dignité de citoyen. Mais c'est vrai qu'en AMAP, on a choisi de s'adapter aux légumes de saison qui étaient produits dans la semaine, dans le champ, avec le sol que le paysan a dans sa ferme. C'est un choix. Ce que je voulais dire, parce que j'ai un amapien de mon AMAP là, très concrètement, par exemple, l'alimentation, ça différencie sur le plan culturel, social et tout ce qui est connoté, mais aussi ça rassemble. En septembre, mon AMAP distribue dans un centre social. Et le directeur du centre social a lu encore des patates et m'a dit, mais on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Je dis, ça serait super si on faisait quelque chose ensemble. On va commencer par faire une soirée de l'alimentation durable et on va faire un atelier cuisine et une fête où on va tous manger ensemble dans la salle de culte, puisque c'est un truc protestant. Et les Amapiens et les familles accueillies, majoritairement maghrébines, on a cuisiné ensemble. Tout le monde avait son bonnet blanc. Il y en a qui ont fait de la tchatchouka, il y en a qui ont fait de la soupe de courge, il y en a qui ont fait de la salade de fruits. Et on a mis ça dans la grande salle et on a tous mangé. Et là, tout le monde vient. Hein. Et là, je me dis, l'alimentation, ça rassemble aussi. Ça divise, mais ça rassemble aussi. Tout le monde aime bien manger, dans toutes les cultures. Et surtout dans les non-intellectuels, les gens accueillis qui viennent de l'immigration,
Ils se rappellent tous s'il y avait un grand-père ou le père, ou même directement, eux, ils sont issus d'une origine agricole. Et ils s'en souviennent bien et ils cuisinent très très bien. Et c'est d'eux qu'on va peut-être apprendre la cuisine. Ça, c'était pour le terrain. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, nous, on veut rentrer dans le rapport de force. Les AMAP, c'est pas tellement ça, mais on s'allie avec d'autres. On a appelé beaucoup à Sainte-Soline au soulèvement de la terre. Des copains qui sont des AMAP étaient à Sainte-Soline, ils en ont pris plein la figure. Mais on y était parce qu'on veut y participer. On est aussi au collectif Nourrir. On est au collectif pour la transition citoyenne. On est au collectif ESSASA. Et Eric nous y représente. On est dans tous parce qu'il faut aussi changer. Et on appelle dans tous nos éditos, nos lettres d'info, dans tout ce qu'on peut, à participer au municipal, à se présenter comme élu, parce que le PLU, c'est important pour installer des nouveaux paysans. Et il faut installer des milliers de paysans si on veut effectivement maintenir de l'agriculture paysanne. Il faut s'inscrire dans les CRIT, comités régionaux d'installation, de transmission, pour pouvoir installer des nouveaux paysans. Et on se bagarre aussi pour la loi d'orientation agricole, par exemple. Et on a gagné juste une toute petite chose, c'est qu'il y ait une pluralité de l'accueil dans les points d'accueil pour les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que la Chambre de l'agriculture, avec la FNSEA et les JA, qui accueillent des porteurs de projets qui sont pour 60% issus, qui sont non issus du milieu agricole, c'est-à-dire c'est que des jeunes, des anciens amapiens, souvent, qui sont dit, ben voilà, j'en ai marre d'être informaticien dans ma tour à la Défense, c'est plus possible. Je veux devenir paysan parce que je vois que lui, il a un métier qui a un sens. Moi, je veux mettre mes mains dans la terre, je veux voir les plantes pousser, je veux que mes enfants courent dans les champs au lieu de courir sur le béton. Voilà, il y a plein de gens comme ça qui s'installent. 60% donc des porteurs de projets ne viennent pas du monde agricole. Et ceux-là, je vais vous dire, quand ils présentent leur projet à la Chambre d'agriculture, ils se font jeter en disant ça va pas la tête. Voilà, ce qu'on veut gagner, nous, c'est un accueil pluriacteur et des formations pluriacteurs des porteurs de projets pour installer des paysans. Si on veut maintenir, on ne va pas maintenir tout seul, il faut installer des milliers de paysans. Et ça, c'est grâce au municipal, et parce que dans les communes et les intercos, on peut faire beaucoup de choses. Lancez-vous. Merci. Alors, ça donne quand même aussi à imaginer des adversaires. Puisque si on a tant de mal à mettre en place cette démocratie, on a l'adversité globale qui est le manque d'argent, mais de toute façon, il y a un adversaire. Si on a un manque d'argent, si on a un problème de redistribution, on a aussi tout le marketing de l'industrie agroalimentaire qui trompe le consommateur, qui le rend complètement dépendant de produits ultra transformés en lui faisant comprendre, en lui faisant admettre depuis la plus tendre enfance qu'il ne sait pas cuisiner, qu'il a besoin de produits qui sont enrichis, transformés, etc. Est-ce que les uns et les autres, vous avez des leviers là-dessus? Parce que ce sont quand même des vrais leviers démocratiques que d'affaiblir les adversaires. Peut-être que ça se passe à l'échelle européenne par la norme, peut-être que ça se passe autrement. Vous voulez réagir peut-être? Oui, d'abord, par rapport à votre question et ce qui a été dit avant sur les représentations qu'on a, et moi je suis très sensible à ce qui a été dit sur dans nos affaires, ne pas donner l'impression à notre corps défendant d'être un peu donneur de leçons et d'avoir comme ça un regard un peu surplombant sur les pratiques des uns et des autres. Et dans les représentations qu'on peut avoir, il y a tout ce qui a été dit sur les expériences personnelles, le vécu ou quoi, et il y a la publicité. En fait, on est confronté, on est pilonné par des messages publicitaires qui inscrivent en nous, comment dire, des représentations de qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que le fait d'avoir le pouvoir sur ce dont dépend notre subsistance, c'est d'être en mesure d'acheter des marques, voilà, et on est, y compris, hein, l'école est un lieu, alors ça commence à bouger, mais moi qui commence à être un peu vieux, quand j'étais, mais je sais que ça dure encore un peu parfois, hein, dans un cadre scolaire, public, vous avez des opérations de communication, des produits des grandes marques de produits laitiers, etc., de viande, parfois même à mon époque, même les fast-food, hein, enfin même voilà, les grandes marques de chaînes de fast-food. Donc on est aussi voilà, contraint par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de... Moi j'ai parlé de là où je suis, enfin au niveau européen. Par rapport à l'agriculture, et c'est quelque chose à souligner, c'est que c'est une des seuls grands domaines économiques sur lesquels l'Union européenne possède
énormément de leviers par rapport à d'autres. Parce que l'Union européenne a les 3 leviers principaux par rapport à l'agriculture dont on dispose quand on est en institution politique, c'est-à-dire un levier réglementaire. Qu'est-ce qu'on peut consommer ou pas? Qu'est-ce que, par exemple, la réglementation bio? Toutes ces choses-là. Donc c'est un premier levier qui est la réglementation, qui est un levier intéressant à activer. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, ce levier, il est plutôt à la déréglementation. Vous en entendez parler si vous suivez l'actualité au niveau européen avec ce qu'on appelle la simplification. Alors quand les gens de droite disent simplification, ça veut dire déréglementation. Ce n'est pas du tout pour simplifier, c'est pour déréglementer. Le deuxième levier, et on en a aussi entendu parler, c'est le commerce. L'Union européenne est une grande puissance de réglementation du commerce, y compris du commerce avec d'autres parties du monde, et vous en avez entendu parler, j'imagine, avec tout le débat qu'il y a eu autour du Mercosur. Ce qui n'est pas rien, là aussi c'est un levier. Décider de ce qu'a le droit ou pas d'être commercialisé sur le premier marché du monde, qu'est l'Union européenne, c'est pas rien. Et il y a un troisième levier, qui est le levier des finances. L'Union européenne, pour l'instant, dépense une partie très importante de son budget pour l'agriculture, enfin plus exactement pour un certain modèle d'agriculture. Ce qui est un vrai sujet, parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est que des fois, dans certains domaines, il nous manque un des leviers pour agir. Là, au niveau européen, en vrai, si on voulait, s'il y avait une volonté politique, on pourrait le faire. Il y a une étude là, qui est sortie, qui a été faite par les CIVAM. Alors vous allez me demander c'est quoi le sigle? C'est le Centre d'initiative de variation de l'agriculture et du milieu rural, c'est ça. Et aussi je crois le Secours catholique et l'Association nationale des diabétiques. J'espère que j'oublie personne. Et qui ont financé une étude qui est très intéressante sur l'année 2021, sur le véritable coût de l'alimentation telle qu'elle est mise en œuvre, en termes d'externalités négatives et uniquement pour la santé. On ne sait pas quantifier pour l'environnement, uniquement pour la santé, sur une année que en France, l'ordre de grandeur, c'est 20 milliards de dépenses. Ça a coûté 20 milliards. Et qu'est-ce que ça a coûté en financement public? 50 milliards. Ah bah voilà, super. Ça, franchement, vous connaissez peut-être déjà tous et toutes. Si ce n'est pas le cas, vraiment, faut le... Bravo, merci. Faut le lire. C'est assez inspirant. C'est-à-dire qu'en fait, sur une année, en France, en 2021, entre ce que ça a coûté en dépenses de santé et ce que ça a coûté en financement public, à la fois européens, nationaux et locaux, ben c'est 50 milliards plus 20 milliards, c'est de l'ordre de 70 milliards d'euros. Avec 70 milliards d'euros par an en France, on peut vraiment changer radicalement de modèle. Et donc, à l'échelle européenne, ce qu'on essaye de faire, c'est de se battre contre des traités de libre-échange comme le Mercosur, c'est de changer, de faire évoluer la politique agricole commune qu'on appelle la PAC, et dont on aimerait qu'elle s'appelle la PAAC, politique agricole et d'alimentation commune. C'est un vieux combat, ça, d'ajouter alimentation à ce concept de politique agricole. Et pour finir là-dessus, au départ, quand l'Union européenne a commencé à s'intéresser à l'agriculture, c'est-à-dire de l'origine, le projet, c'était la souveraineté alimentaire. C'était ça le but du jeu. Parce qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le problème du rationnement, il y avait tout un outil productif à remettre en route après la Deuxième Guerre mondiale, et l'objectif politique de départ auquel moi je peux souscrire, c'était d'avoir une souveraineté, une autonomie alimentaire. Qu'est-ce que c'est devenu depuis? Un objet, l'agriculture, d'exportation. On l'a fait rentrer dans la notion libre-échangiste, qui, quand on y pense, est complètement l'inverse de la souveraineté. Et c'est là le grand paradoxe dans lequel on est. C'est que cette croyance irrationnelle, qui consiste à dire que le libre-échange, le doux commerce, nous garantit une forme de prospérité et d'abondance en matière alimentaire, est en train de provoquer exactement le contraire. Si je peux juste ajouter sur ce sujet-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, essayez de revoir le documentaire « Tu nourriras le monde ». Le film « Tu nourriras le monde » qui a été réalisé par 2 jeunes agronomes qui est en libre accès et qui raconte exactement toute l'évolution de l'agriculture depuis le milieu du XXe siècle et qui nous amène à un constat comment on s'en sort aujourd'hui. Petite réaction bien sûr, je crois que Eric voulait dire quelque chose avant.
Pourquoi pas? Il avait pris le micro, en tout cas. Sur le choix. Quand on dit qu'en AMAP, on n'a pas le choix, moi je considère que c'est au supermarché où j'ai un linéaire de yaourt de je sais pas combien, mais j'ai pas le choix parce que finalement c'est produit par les mêmes centrales ou les mêmes coopératives. Une campagne d'AMAPiens et donc le partenariat solidaire avec une ferme en AMAP, ça dure 6 mois ou ça dure 1 an, ça dépend des AMAP, et c'est là où on choisit ensemble. Donc on choisit ensemble d'être solidaires. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui n'a pas produit comme c'était prévu, ben on ne va pas faire porter ce risque seulement sur le producteur, sur le paysan. Donc on a le choix de décider ensemble de ce que le paysan il va essayer de faire pousser sur ses terres, en l'aidant peu ou prou selon les aléas qu'il peut rencontrer. Donc ça c'est un premier point. Pour moi c'est le véritable choix, parce que je m'engage. Bon. Après, sur la question de la transformation, de la bifurcation, je suis très content que vous l'expliquiez ainsi. J'ai noté qu'il y avait un triangle avec les leviers de transformation. Il y a un moment, il y a la régulation par les institutions, mais il y a aussi le fait que sur place, les habitants s'organisent et par effet indirect font pression. Parce que si on n'attend que la régulation, moi je me souviens, j'avais suivi avec Evelyne la campagne qui s'appelait Avant Nourrir, c'était pour une autre PAC. Et on avait constaté que politiquement, on n'avait rien obtenu, on est complètement laminé, puisque, alors tu le sauras mieux que moi j'imagine, quand nous on présente un lobbyiste pour les instances européennes, alors je ne sais plus si c'est 100 ou c'est 1000 de ce que le complexe agro-industriel présente. Donc nous, les alternatives, que ce soit alors les AMAP, Terre de Liens, Ateliers Paysans, tous les gens qui essayent de montrer qu'on peut faire autrement, on est inoffensif par rapport au complexe agro-industriel. Mais on crée quelque chose qui permet, si on passe les alliances, de pouvoir à un moment transformer, de pouvoir à un moment faire la bascule, la bifurcation. C'est ça notre credo. Tu me parlais de fédération d'ailleurs, enfin de fédération ou pas de fédération des AMAP. Ah oui, alors nous, on n'est pas fédérés. Oui, tu me relances là-dessus, tu as raison. On n'est pas fédérés, on est un mouvement interrégional où chaque réseau, donc chaque AMAP s'autodétermine, comme je l'ai dit, mais chaque réseau, de fait, par principe de subsidiarité, décide de ce qu'il va faire. Par contre, on met en commun des réflexions et on essaye de voir quels sont les problématiques. Ça remonte, donc c'est ascendant, comme l'explique Evelyne. Et à partir de là, on discute comment on peut faire pour tirer quelque chose qui nous rende plus impactant. Bon, je ne cache pas qu'on est obligé de faire plein de choses à bas bruit, notamment avec certaines communes, parce que si on s'affiche comme étant une alternative agroécologique, on n'a pas les salles. Et on veut nous chercher des poux dans la tête. Est-ce que vous êtes une entreprise commerciale? Est-ce que vous êtes un intermédiaire? Donc dans ce cas-là, pourquoi vous n'êtes pas soumis aux taxes et tout ça? Donc on est obligé de subvertir plutôt que de s'opposer frontalement. Mais on garde dans un coin de notre, je sais pas, de notre ADN, je sais pas comment dire, de notre expérience, que le jour où, le moment où il faut faire mouvement et s'allier, on espère que nous, les anciens, on pense qu'on sera là, on espère que les jeunes prendront la relève et qu'ils seront là. Merci. Pour ce qui est du bas bruit, on rencontre aussi chez les paysans bio de plus en plus d'acteurs qui ne mettent plus le logo bio pour avoir plus de chances d'être efficace sur le terrain et de toucher une clientèle plus large et de ne pas être rejeté. Pauline. Oui, c'était un peu en réaction aussi à tous ces enjeux globaux, on va dire, autour des systèmes alimentaires, la législation, comment on résiste finalement à ces acteurs majoritaires qui décident aujourd'hui de nos systèmes alimentaires. Et c'était un peu pour amener la complémentarité de ce qui peut se passer justement un peu au rez-de-chaussée de la démocratie, c'est-à-dire avec les habitants et les habitantes et notamment dans les caisses. Et finalement, on a besoin impérativement aujourd'hui de ce qu'on a appelé, nous, un peu des écoles de démocratie. Alors, des écoles de démocratie déjà tout court. En fait, la démocratie n'est pas très présente dans nos vies. L'exercice démocratique concret de délibérer, prendre des opinions différentes, faire des choix communs, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et donc, on a besoin de ces espaces. Et c'est vrai qu'on observe que, en tout cas, une caisse alimentaire comme celle de Montpellier, c'est un peu ce qu'on a pu recueillir dans nos enquêtes, c'est que ça constitue
des espaces où on réapprend finalement à faire collectif et à avoir cet exercice démocratique très concret qu'on ne connaît pas finalement, qui ne fait pas forcément partie de nos existences. C'est aussi peut-être cet apprentissage démocratique à travers les pratiques concrètes liées à l'alimentation. Et je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure autour de cette complémentarité des caisses avec les groupements d'achat, les épiceries, les cantines, où finalement, par une participation très concrète, de mettre de mettre des légumes dans un panier, de cuisiner ensemble, on réexpérimente collectivement notre rapport à l'alimentation. Et je pense que ça fait partie de la démocratie alimentaire si on veut la porter loin. Et puis, pour le cas de Montpellier et d'autres caisses, cette institution d'un comité citoyen de l'alimentation, donc un espace de discussion, d'apprentissage, d'éducation populaire autour de l'alimentation, où on va faire des choix et on va mettre en œuvre ces choix. Ça vient répondre, je pense, à quelques écueils de la démocratie participative, qui ont été assez bien documentés par la sociologie de la participation notamment, qui montrent que finalement, on participe, mais finalement, quand il s'agit de décider et surtout de mettre en application ces décisions, il n'y a pas de lien. Là, quand on conventionne des lieux d'alimentation ou des produits alimentaires dans le cadre d'une caisse, on voit mettre en application notre décision. Et je pense que ça, c'est un levier d'engagement absolument majeur, qu'on pourrait presque appeler une forme de démocratie directe, où on discute, on apprend, on délibère, on décide et on applique ce qui a été décidé. Voilà, à toute petite échelle, évidemment, ça recrée une espèce de confiance aussi dans ce processus démocratique. Et donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faut regarder un peu attentivement au niveau des caisses. Et la dernière dimension que je voulais ajouter, c'est la dimension économique. Aujourd'hui, on n'est pas dans un système de cotisation obligatoire dans les caisses alimentaires locales. On est dans une sorte de préfiguration d'un esprit de la cotisation qui est cette idée qu'on va cotiser à la caisse en fonction de ses moyens et tout le monde va percevoir le même budget alimentaire pour faire des achats. Cette dimension économique de la démocratie, elle est majeure et c'est ce qui peut-être aussi amène une forme de spécificité ou d'originalité aux expériences de caisse. Il y a cette idée de mettre au pot commun, et parce que j'ai mis au pot commun, quel qu'en soit le montant, j'ai un pouvoir de décision. Et ça, je pense que c'est aussi un appui pour faire vivre cette démocratie alimentaire que de garder cette dimension économique forte dans la réflexion. Merci beaucoup. Avant de passer la parole au public, je vais laisser quand même 3 minutes à David pour nous définir un petit peu son projet de pilote sur le SSA. Ce que ça signifie en fait, ce que ça permet, ce projet pilote européen sur la sécurité sociale de l'alimentation, et en quoi c'est un vrai levier démocratique ou peut-être un écueil qui peut faire des gens qui s'investissent dedans, les idiots utiles d'un système qui veut exactement l'inverse parce qu'il a beaucoup plus de moyens. Pas de panique, le pire n'est jamais sûr. Oui, merci de me donner l'occasion d'en causer. Alors d'abord, c'est quoi un projet pilote européen? Parce que l'Union européenne a quand même le chic pour mettre des mots compliqués sur des choses qui au fond sont assez simples. Et encore, le projet pilote, c'est pas si compliqué que ça. D'abord dire, quand j'étais réélu ce coup-ci, en 2024, j'ai été dans la commission agriculture où mon ami Benoît Biteau, je ne sais pas s'il est toujours là, siégeait le mandat d'avant, maintenant il est à l'Assemblée nationale. Donc je me suis intéressé aux questions agricoles et j'avais entendu parler de la question de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un objet, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, en cours d'élaboration, enfin c'est un objet qui, on réfléchit à qu'est-ce qui peut être. Moi je n'ai pas du tout la prétention de maîtriser cette affaire. Mais mon intuition, c'était de dire, ce serait peut-être pas mal de mettre le pied dans la porte sur cette affaire-là au niveau européen. Et donc, quand on est élu dans les différentes commissions dans lesquelles on siège, on a le droit de proposer à la commission c'est l'équivalent du gouvernement en France, des idées de projets pilotes. Et donc, moi j'avais demandé à mon équipe de réfléchir là-dessus, et on a écrit un projet pilote qui s'appelle « Retour aux sources, renforcer les initiatives en faveur de l'accès à l'alimentation » et de la démocratie alimentaire dans l'UE. C'est un peu le sujet dont on parle. Et avec dedans, parce que je m'étais dit, si je mets sécurité sociale de l'alimentation, en gros, les gens ils vont hurler, ils vont brûler le papier, ils vont faire une cérémonie vaudou pour se séparer de ce truc-là. Mais je dis, la démocratie alimentaire, voilà. Et dans les administrations, y compris européennes, on a beaucoup d'adversaires, mais on a des gens qui se disent, qui peuvent être des alliés quand même. Et donc, je ne sais pas par quel miracle, ce projet pilote s'est faufilé, et c'est le seul qui a été retenu par la commission agriculture. Et je veux dire que ça soit un écolo qui ait eu la seule
dans la tronche de la commission agriculture en ce moment au Parlement européen, qui est passé Ah, tu vas me dire, ouais, c'est suspect. Mais bon, en tout cas, c'est passé entre les gouttes. Et maintenant, va falloir surveiller l'affaire. Et donc, c'est là qu'on rentre dans la deuxième partie de ta question. Pourquoi, moi, ça m'intéresse? C'est parce que, je vous ai dit tout à l'heure, le budget pour l'agriculture, qui est une agriculture qu'on n'aime pas, elle est énorme. Et si on arrive à gratter une partie de cet argent-là, pour d'abord donner à voir des expérimentations qui sont différentes dans des différents pays. Moi, du coup, je suis en train de regarder ça. Je sais que, par exemple, je crois qu'en Bulgarie, il y a beaucoup de sortes d'épiceries locales qui mettent en lien directement les gens avec les agriculteurs du coin, etc. Je discutais avec des collègues roumains où il y a encore une agriculture, j'ai presque envie de qualifier vivrière, qui subsiste beaucoup, avec des liens de solidarité entre les gens qui habitent autour. Et donc, en fait, déjà avoir en langage bruxellois, on dit un mapping, en fait une carte des trucs qui existent, ça me paraît utile, pour voir qu'est-ce qui pourrait être des standards éligibles au financement européen par rapport à ces trucs-là. Donc on va voir ce que tout ça donne. Je vois qu'il faut qu'on conclue pour faire les questions, mais voilà, c'est ça l'idée de ce projet pilote au niveau européen. C'est très peu d'argent, hein, c'est 1,5 million d'euros pour quelque chose sur 2 ans, mais qui permet quand même d'avoir une expertise sur qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., etc. Et pour finir sur l'Union européenne, non, je ne vais pas prendre plus de temps. Enfin, parce qu'il y a un projet, il y a un projet de réforme de la PAC et du budget de l'Union européenne dont on aurait pu, si ça vous intéresse, parler, parce que c'est une très très grosse menace où en gros, jusqu'à maintenant, il y avait 2 piliers de la PAC. Un gros pilier qui était en gros de l'aide à la production, donc en fait on aide à l'hectare, et un autre pilier qui était le développement rural, qui était plus vers les modes qu'on aime bien. Et ils sont en train de vouloir fusionner tout ça. Et là, il y a un grand péril à ce que l'ensemble des budgets européens, ça soit uniquement de l'aide à l'hectare et à la production. Et donc ça, faut peser. Et je ne désespère pas tout à fait de réussir à le faire, enfin pas tout seul, hein, qu'on réussisse à le faire. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut aussi qu'on observe ça et qu'on voit comment on peut faire pression pour voilà, cet aspect-là. Désolé d'avoir été encore un peu trop long. Merci pour ces informations. On va passer le micro à la salle, si des gens ont des questions à poser. Y en a-t-il? Levez la main. Non, des cailloux, des pavés. Ça vous plaît pas la démocratie alimentaire? Ça vous intéresse pas? Ah, si, voilà. Merci pour vos explications. C'était quand vous parliez, alors j'ai oublié vos noms, vos prénoms. C'est pas très grave, ça va. Quand vous parliez de la démocratie participative et que le conventionnement le permettait, il y a un mot qui m'est venu dans la tête. Est-ce qu'on parlerait pas plus de démocratie implicative? Démocratie quoi? Implicative. J'avais pas encore entendu celui-là. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça va plus loin que la participation, c'est que la démocratie participative, mettre un bulletin de vote dans une urne, c'est de la démocratie participative finalement. La démocratie implicative, on s'implique, et quand vous parliez du conventionnement et de tout ce qu'il y avait après, il y a vraiment de l'implication de tous les acteurs. Quelque part, déjà, démocratie participative, normalement, on n'a pas besoin du mot participatif. Enfin, l'idée même de démocratie, elle inclut cette dimension de participation. Mais oui, la question de l'implication, peut-être ça répond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment aussi on pense cet idéal démocratique à partir de pratiques très concrètes et de cet enjeu de faire ensemble avant tout, pour toucher finalement à ce qui nous... pourquoi ça fait sens pour quelqu'un, pour un habitant, une habitante, de contribuer à ce genre d'initiative ou de s'engager finalement dans des assemblées citoyennes de l'alimentation. Ça prend du temps, c'est quelque chose qui impacte forcément la vie quotidienne des personnes. Il faut y consacrer un certain nombre d'heures. Des fois c'est fructueux, des fois ça l'est moins. Des fois c'est efficace, des fois pas trop. Donc oui, je pense que cette notion en tout cas d'implication et de penser des formes de participation assez différentes, elle nous occupe pas mal dans les caisses. On dit voilà, quelles sont les opportunités concrètes pour que chacun, chacune se sente le droit, la légitimité et la possibilité de participer. Bon, si c'est dans ce sens-là, pourquoi pas. Oui. Ouais. Alors moi j'avais deux questions. Je suis arrivé en cours de route, donc j'ai pas tout entendu, mais moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la sécurité sociale de l'alimentation, c'est la dimension sécurité sociale.
et en particulier dans la perspective d'une sécurité sociale socialisée, donc un budget séparé de celui de l'État qui n'est pas dans cette main-là. Pourquoi? Parce que ce que je trouve vachement intéressant dans cette réflexion-là, c'est comment finalement on sort du marché une partie de nos besoins. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a fondamentalement dans le capitalisme, c'est que nos besoins ils sont gérés par des actionnaires et des fluctuations en bourse. Or, ce n'est pas écologiquement soutenable, c'est inégalitaire et ça pose des tas de problèmes, y compris sur la façon dont on doit décider ce qui se passe. Et donc moi j'aimerais bien si quelqu'un peut développer un tout petit peu sur cette dimension, même si pour l'instant elle n'est pas aussi concrète que les expérimentations locales de SSA, mais ça me semble vraiment important d'avoir cette réflexion-là en tête. Donc je voulais savoir si quelqu'un pouvait développer là-dessus. Et autre chose, moi je voudrais poser la question, on parle beaucoup des consommateurs et des producteurs, mais la sécurité sociale et l'alimentation, elle vient pour répondre à une seule et même question, qui est la question de la distribution de l'alimentation. Aujourd'hui, la distribution, elle est faite par la grande distribution et le grand capital, quoi. L'enjeu, c'est que ça change. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler avec tous les petites épiceries, les petits restaurateurs, y compris... moi, je suis à Vitry maintenant. Nous, un de nos soucis, c'est que la plupart des commerces, c'est des petits restaurateurs de fast-food, etc. Il y a aussi des enjeux de pouvoir travailler avec les gens qui sont aujourd'hui sur les territoires avec des petits commerces et comment on travaille avec eux à transformer les habitudes alimentaires de tout un chacun, pas seulement au niveau du panier, mais à tous les endroits où les gens ils sont en contact avec leur alimentation. Non. Ok, donc on fait... Ok. Je pense que c'est un intérêt qui est complètement, pour répondre à ta question, je pense que c'est un intérêt qui est complètement partagé, en tout cas la Marmite Rouge, sur le fait que ce soit la cotisation qui soit qui abonde dans la SSA, et donc que ce soit décorrélé du budget de l'État et que ce soit vraiment aux mains des mangeurs et des mangeuses. Donc après, en fait, nous en tout cas, à l'échelle de la Marmite Rouge, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place et de tenir dans notre engagement local, c'est-à-dire on essaie d'être le plus autonome vis-à-vis de l'État dans notre action, mais on est aussi extrêmement clairvoyant sur le fait que ça nous limite dans la portée et dans l'ampleur des projets qu'on veut mettre en place, et que dès qu'on veut passer à un changement d'échelle, c'est très dur de marcher de manière indépendamment de l'État, des collectivités, enfin, quelles que soient les strates de l'État, quoi. Pour le moment, en tout cas, nous, on essaye de monter une épicerie autogérée dans le 12e, pardon. On est en lien avec la mairie, mais plus pour qu'ils nous fournissent les locaux, et normalement, il n'y a pas vraiment d'implication directe de la mairie. Mais c'est des questionnements qui nous ont énormément traversés, qui ont fait beaucoup de dégâts, même émotionnels et humains, au sein de la Marmite, parce qu'on se prive aussi de moyens financiers énormes qui pourraient nous permettre de mettre en place des choses différentes. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on expérimente une multiplicité de choses, et que c'est essentiel qu'il y ait des expérimentations comme des grosses caisses qui évidemment dépendent aussi de financement public, et qu'il y a aussi d'autres modèles qui subsistent, d'autres modèles qui, en fait, quand on regarde les mutuelles ouvrières, c'était pas forcément que des caisses non plus. Il y a aussi eu des pharmacies qui ont été ouvertes, des pharmaciens qui ont été salariés. C'est des choses, c'est des multiplicités de choses qui peut et qui doit exister. Et si je reviens sur la proposition de loi qui avait été présentée il y a 2 ans aussi, c'était une des choses qu'on avait déploré au niveau du collectif, c'est que une expérimentation de SSA, c'était super cadré dans l'exposé des motifs et dans les articles que contenait cette proposition de loi. En fait, c'était un modèle de caisse. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a quand même une diversité de modèles de SSA qui existent, et on pense que ce serait dommageable qu'on se focalise que sur une seule sorte. Donc je pense qu'il y a tout intérêt à faire vivre une diversité des modèles, quitte à ce qu'ils implémentent différents aspects, différents piliers de la SSA au fur et à mesure de leur développement. Voilà. Et par rapport à la deuxième question, qui était sur... Ah oui, en effet, oui, les expérimentations de SSA, elles sont axées très autour de l'aspect consommation ou production. C'est aussi une des raisons qui nous a poussé à réfléchir à plutôt, au lieu de créer une nouvelle petite caisse à notre échelle, d'ouvrir un lieu de distribution. Parce que de fait, on était dans un quartier aussi qui a un désert alimentaire. Et en fait, si on avait lancé une caisse à cet endroit-là, ça aurait posé des questions vraiment pratiques de où est-ce que les gens vont aller faire leurs courses pratiquement.
Et donc, on essaye d'ouvrir un peu des nouveaux horizons en voyant comment on peut expérimenter de la SSA autour d'un lieu, plutôt qu'une caisse sur notre exemple, en tout cas spécifique à la marmite pour le moment. Peut-être pour compléter, je pense que ce qui est au cœur de la question, c'est le conventionnement. C'est-à-dire c'est vraiment cette capacité qu'on aurait avec la sécurité sociale de l'alimentation à accéder à une alimentation conventionnée, donc choisie de manière démocratique, et qui, pour reprendre les termes de Benjamin Correa dans l'atelier de ce matin, mettrait une partie de l'alimentation hors marché. Donc effectivement, pour l'instant, dans notre système de caisse locale expérimentale et de conventionnement, on n'arrive pas à ce hors marché. On reste dans un marché finalement relativement capitaliste. Et dans les réflexions qu'on mène, qui sont vraiment des réflexions en cours, une fois de plus, c'est vraiment important de considérer que les caisses locales sont des laboratoires expérimentaux qui visent à évoluer en permanence et à essayer d'intégrer au fur et à mesure tous les enjeux très complexes que posent les systèmes alimentaires et le projet de SSA aussi. Et donc, dans les hypothèses de conventionnement, on travaille à la fois sur le conventionnement de lieux, on va dire, qui répondent a priori aux critères posés par le comité citoyen. On a cette hypothèse de voir comment on travaille avec des acteurs économiques locaux et notamment des petits commerçants, épiciers de quartier, lieux de distribution de proximité, pour avoir un vrai dialogue de conventionnement réciproque, de dire on peut conventionner si vous rentrez dans telle et telle peut-être condition et on a les moyens, nous, de vous faire des propositions sur vos approvisionnements, sur votre manière de travailler, etc. Donc dans un échange réciproque. Et après, il y a effectivement la question de la création de nouveaux modes de distribution, donc notamment des formes plus alternatives, avec des modèles économiques peut-être plus coopératifs et qui sortent justement des principes habituels capitalistes. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont au travail dans les caisses, qui sont complexes à mettre en œuvre, notamment à petite échelle, parce que les moyens restent malgré tout assez limités, mais c'est bien dans la philosophie, je dirais, et dans les intentions qui sont portées au niveau des caisses. Et il y a un petit rajout, mais ça c'est vraiment pas encore mis en œuvre. On réfléchit aussi à une caisse d'investissement qui permettrait donc d'investir directement dans des outils de production et de distribution à l'échelle du système alimentaire territorial. Merci. Alors, Madame me propose de parler des hameaux de santé qui ont été mis en place. Est-ce que quelqu'un connaît les hameaux de santé? Les havres de santé ou hameaux de santé? Personne ne connaît? C'est un jeune docteur qui s'appelle Jessie Robert qui a lancé la formule yourte autour d'une villa commune, un groupe d'écolos vivant sur un terrain avec potager, et parmi eux le médecin, celui qui prend soin des autres et qui amène les malades valides de l'extérieur pour faire le potager avec eux, et ça les soigne. C'est aussi ce que fait ma fille le long du périph' dans le 17e. Porte de Champéret. J'annule ma question, mais quand même je la formule. Ma question suivante. Je suis fatiguée, j'ai mal dormi. Mais je la formule quand même. Ce serait bien de penser à se fédérer un peu plus dans tout ce qu'on fait de bien. À commencer par établir des listes d'aliments vraiment d'alicaments pour tous. Que ce soit des sans gluten ou avec gluten, on s'en fout. Par exemple, les champignons, les lentins du chêne. Et je trouve que c'est très important de faire au moins ça pour un peu fédérer quelque chose, s'envoyer un peu d'infos un peu positives. Merci. Donc, ce n'est pas totalement une question. Et dernière question, je suis désolé, ce sera la dernière, on est un peu coincé. Bon, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, moi je voulais déjà évoquer le premier sujet qui est en fait la distribution, parce qu'en fait dans le cadre de la démocratie alimentaire, en fait quelque part on peut aussi influencer sur la distribution
si on fait du local, déjà, très clairement, voilà. Donc on peut réduire des coûts et finalement, ça peut être aussi un avantage économique certain et clair. Bon, enfin, ça peut-être que tout le monde le sait, que bon, ça n'intéresse personne. Le deuxième point, c'était en fait plutôt une question sur effectivement le projet de loi européen suggéré par David Cormand. Et pour reprendre en fait la définition que tu nous as donnée sur la démocratie alimentaire et sur la démocratie, finalement, ce projet pourrait-il faire le lien avec tout ce qui est réglementation, santé, pesticides, etc. Et a-t-on un espoir de faire des liens avec tout ça, notamment avec tous les acteurs européens qui sont favorables et qui font déjà des choses dans ce sens-là? En d'autres termes, quels sont nos moyens de puissance et est-ce que c'en est un? Une réponse rapide et puis après, je vais être obligé d'arrêter, je suis désolé. Le plus rapidement possible. Alors c'est hyper intéressant ce que vous me demandez, parce que par exemple sur la question des pesticides, je vais vous dire un truc horrible qui peut-être va vous choquer, mais moi pour cette mandature-là, vu la tronche du Parlement européen et du Conseil, moins je vais parler de pesticides, mieux je vais me porter. Parce qu'à la seconde où on ouvre une législation sur les pesticides, vous avez vu la loi du plomb en France, ça sera ça x 10. Donc en fait, et ça qui est très frustrant, c'est que moi, là d'où je suis, pendant cette mandature-là, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais en fait, je regarde les rapports de force. Et si je mets le doigt sur les pesticides, ça va être horrible. Donc, je suis nul en voile, mais je connais l'expression, vous savez, tirer des bords, quand les vents sont contraires. Et donc, c'est quoi les bords que j'essaye de tirer? Celui que je vous ai évoqué. C'est-à-dire de dire, ok, je ne parle pas de pesticides, je ne parle pas de plus de réglementation, mais je vais parler de démocratie alimentaire, que les gens ils aient plus accès à une alimentation, etc. Ça, ils ne peuvent pas être contre. Et l'autre biais, l'autre truc que j'essaye de faire, c'est le revenu des paysans. En fait, le gros combat là, de cette mandature, pour moi, c'est à chaque fois d'attaquer sur, maintenant on va augmenter le revenu des paysans. Dans l'étude que vous avez montrée, que je citais tout à l'heure, en France, en moyenne, en 2021, quand on dépense 100 € pour se nourrir, il y a 7 €, 100 €, 7 € qui vont aux agriculteurs. Tant qu'on aura ce niveau de distribution-là de l'argent, c'est impossible de faire l'agriculture qu'on veut. Impossible. Et donc le nœud que j'utilise moi pendant cette mandature-là, c'est dire « Ah, vous pleurez sur les agriculteurs qui se suicident ?» On va augmenter le revenu des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Et donc c'est et ça au niveau européen, vous aviez entendu parler de l'EGalim au niveau français qui n'a pas marché, parce qu'il n'était pas, comment dire, prescripteur, et surtout il y avait des voies de détour, ce qu'a fait le groupe Avril d'ailleurs, dont le patron est le patron de la FNSEA, en fait il allait se fournir ailleurs. Par contre, à l'échelle européenne, obligé à l'achat de ce qui est produit par les agriculteurs, là c'est plus difficile à contourner, sauf si on continue à faire des traités de libre-échange. Donc en fait, c'est plutôt moi sur ces aspects-là que j'essaye de peser pour desserrer les taux, parce que je pars du principe que des agricultrices et des agriculteurs qui sont mieux rémunérés, en fait leur modèle économique, ça ne va pas être de continuer à mettre des pesticides, etc. etc. C'est plus de nourrir, d'alimenter une chaîne de valeur qui ressemble à celle que nous on veut promouvoir. D'accord, je suis désolé, on va être obligé de conclure parce qu'on doit céder la place. Je vais juste ajouter une petite mention qui a été faite dans le public en off à propos de ce qui a été dit dans le cadre des AMAP en différenciant les intellectuels des gens qui travaillent la terre et de rappeler que certaines personnes extrêmement précarisées peuvent aussi être très intellectuelles, notamment des personnes qui sont issues de l'immigration forcée, qui peuvent être tout à fait des gens issus de milieux extrêmement éduqués, qui travaillent à aujourd'hui nourrir les gens en grattant la terre de façon illégale dans certains cas et de façon protégée dans d'autres. Voilà, c'était juste un apport supplémentaire. Merci beaucoup à tous, merci à mes formidables intervenants pour tout ça.